Bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes très impressionnés par ce lieu, ce dispositif, ce matériel, 2 caméras, 2 chefs opérateurs, enfin il faut un chef mais il peut y en avoir 2, et 3 réalisatrices et réalisateurs. Alors ce matin, en général, je commence toujours par le court-métrage. C'est pas pour le minorer, c'est que c'est sur lui qu'on passe le moins de temps. Je m'excuse pour des raisons de parallélisme, mais en même temps, on a toute liberté on n'a pas de contraintes strictes. Alors, parce que les courts-métrages, qui a vu le film? Bon, il y a une grande minorité. Et peut-être juste dire que c'est un film nocturne de déambulation dans Tunis et de rencontres. Donc, c'est essentiellement un film de rencontres. Et ces rencontres sont provoquées par Nina Chada qui s'adresse à ses interlocuteurs ou interlocutrices en leur disant je ne sais pas l'arabe, je ne peux pas parler, est-ce que vous pouvez m'aider ou si je ne dis pas les choses, vous corrigez. C'est plutôt j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu ma langue. Oui, bien sûr, on va t'aider. C'est quoi? J'ai perdu ma langue. Voilà. Et à partir de là, s'ensuit. Alors, la langue, c'est la langue algérienne et, en l'occurrence, aussi la langue tunisienne. Alors, moi, je ne vous ai pas cru. C'est-à-dire, c'est une fiction. La perte de la langue. Oui. Oui. Non, c'est pas une fiction du tout. J'avais vraiment perdu ma langue. Vraiment? Bien sûr. Ah oui. Eh bien alors, c'est encore mieux. Bon, et alors la formule, c'est un peu un sésame, ouvre-toi, enfin, cette langue perdue. Et ça donne des dialogues un peu qui démarrent un peu dans tous les sens. Et il y a de très très belles rencontres avec La Vieille Dame, c'est avenue Bourguiba? Non? C'est plutôt vers Lafayette. D'accord. Oui. Et puis, il y a aussi, j'ai beaucoup aimé Les Petits Gosses avec celui aux cheveux crépus qui est absolument merveilleux. Et puis alors ensuite, les adultes sont plus étonnés ou plus pas réticents, mais de ce questionnement. Et alors, pour terminer cette présentation du film, et avant que Nina réintervienne, ça se termine, mais ça c'est une surprise, ça se termine en toute beauté avec quelqu'un qui est dans la salle et dont on aura l'occasion de parler, je pense, tout de suite. Voilà. Alors, si vous avez perdu votre langue, vous êtes allé à Tunis pour la réapprendre, ou pour réapprendre le cinéma, ou pour... Oui, alors en fait, à l'époque, quand je vais tourner, c'est à l'été 2018, je mets le mot langue, mais c'est après, au moment du montage, que je comprends que c'est plutôt le langage, que c'est plutôt le lien que je cherche à refaire et pas tellement la langue en termes de vocabulaire, grammaire, d'un apprentissage un petit peu livresque ou scolaire. Et je cherche du lien, je cherche à pouvoir communiquer avec les miens au sens large, avec une culture quelque chose qui m'est familier en fait, que je trouve à Tunis et que je n'arrivais pas à l'époque à trouver en Algérie, puisque j'ai grandi, je suis née dans les années 90 en France. La première fois que je vais en Algérie, j'ai 20 ans, donc c'est très tard. Et mon père est algérien, ma mère est française. Mon père ne me parle pas en algérien. Donc j'ai vraiment perdu ma langue, c'est-à-dire que c'est une langue qui gravite autour de moi, mais que je n'ai pas en fait, que je n'arrive pas dont je n'arrive pas à me saisir. Et la langue est liée aussi au lieu et au lien. Et après ce premier voyage à Skikda, en Algérie,
je ne sais pas comment faire un lien avec un de mes pays. J'arrive pas à y aller. Je sais pas comment faire en fait. Et c'est quand je me retrouve à Tunis qu'il y a le détour et que quelque chose se passe qui me dit là je suis accueillie, là j'ai quelque chose à faire, je rencontre des amis, je travaille, donc j'ai quelque chose à y faire en tant qu'adulte. Alors, est-ce que c'est aussi parce que les Tunisiens seraient plus ouverts, plus disponibles, moins difficiles à aborder que les Algériens? Je ne me lancerai pas sur ce terrain-là. Mais on peut le penser un peu. Peut-être, oui, mais en tout cas, moi je lis plutôt le fait qu'à Skikda, c'est ma famille. Et c'est un fief très islamiste, hein, Skikda. Oui, peut-être, je connais pas si bien Skikda que ça, mais moi je le lis vraiment à quelque chose que je connais, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens et beaucoup d'Algérois pour qui Skikda, c'est leur ville de vacances, donc c'est une ville géniale. Enfin voilà, on n'a pas du tout la même vision de cette ville, donc moi je le lirais vraiment à quelque chose que je connais et qui est ma famille, qui n'était pas... Enfin voilà, pour moi c'était pas... Il n'y a pas eu une rencontre qui s'est faite à ce moment-là en tout cas, et à Tunis il y a eu cette rencontre. Et je m'excuse de faire une parenthèse, mais ceux ou celles qui ont l'habitude de ces rencontres du matin où j'officie pour la dernière fois aujourd'hui savent que j'adore faire des parenthèses. Donc celle-ci, je suis allé à Skikda. Alors il y a des plages extraordinaires, mais c'est aussi une ville d'industrie pétrolière. Et donc c'est tout de même un paysage. Et il y a un stade qui est le stade où furent conduits les Algériens qui ont été arrêtés de manière systématique après l'opération non, c'était à... Non. C'est l'opération dans le Constantinois en 1955 et où il y a eu... Oui, c'est à Skikda, oui. Philippeville, c'est Skikda, ouais. Il y a eu à Skikda une centaine de Français qui ont été tués. Et cette répression que Soustelle a organisée a fait, on pense, entre 10 et 15 000 morts algériens. Et ceux qui étaient arrêtés étaient conduits au stade où ils pouvaient être fusillés. Et il y a un bulldozer qui est toujours là, en mémoire, qui ramassait les corps, les mettait dans des camions et allait les emmener. Alors certains, c'était du côté de Sétif, c'était plutôt à Kherrata. Mais voilà, donc le Skikda est un lieu, pour moi, très, très, très fort. Alors je m'excuse cette parenthèse, c'est pas à moi de parler. Je vais tout de suite... Sauf si vous voulez rajouter quelque chose peut-être tout de suite, avant qu'on donne la parole aux participants. Non. Alors, s'il n'y a pas de... C'est les choses qui arrivent, si. Il y a madame au fond qui voulait parler. Est-ce que finalement tu as retrouvé ta langue ? Oui, alors, bonne question. Oui. Quelle langue est arrivée ? Comment ? Quelle langue est arrivée après cette déambulation tunisienne ? Tout de suite, en rentrant de Tunis, je parlais tunisien. Et forcément, pour les amis algériens, c'était un problème. Tu es partie algérienne, tu reviens tunisienne, ça ne va pas du tout. Donc après, voilà, j'ai été dans un bain plutôt algérien et maintenant, je parle plutôt l'algérien. Et je le comprends surtout. Et puis, j'ai l'impression que le lien est refait puisque... En fait, donc le tournage, c'était été 2018, et dès décembre 2018, je me rends à Alger, et durant toute l'année 2019, je vais y aller énormément, et l'année 2019 a été une année assez mouvementée pour l'Algérie, donc il y avait beaucoup de choses à y faire, et le lien a été refait, en fait. Oui, c'était la grande année du Irak. Oui, voilà. Et bon, le lien a été pour nous tous un petit peu cassé en 2020, puisque les frontières ont été fermées pendant très longtemps, mais en tout cas, voilà, le lien a été refait. Une question. Ça marche ?
Ouais, je l'ai pas vu hier, mais je l'avais vu précédemment quand tu l'avais présenté à Marseille. Et ce qui m'était resté comme interrogation, quand on a cette démarche d'exposer son histoire, un peu ses endroits un peu de fragilité comme ça, je me demandais comment tu as... comment tu as choisi le fil narratif? Est-ce que tu as eu des hésitations dans le fait plutôt que de mettre en valeur des personnages que tu rencontres, d'aussi tourner un peu la caméra vers une intimité ou une parole au sein de ta famille, parce que c'est des à côté que j'avais découvert dans le débat. Et voilà, je m'étais demandé si tu avais eu cette idée-là. Oui, c'est une bonne question. En fait, je pense que le premier film que j'ai fait, qui s'appelle Fatima, qui est un film sur ma grand-mère algérienne et aussi mon premier voyage en Algérie, parlait beaucoup plus de ma famille. Finalement, il y avait la grand-mère, le grand-père, un peu mon père. Et donc tout ça, je l'avais un peu exposé dans ce premier film et j'en avais parlé. Et là, je voulais justement toujours dans cette idée de se construire aussi et du cheminement du devenir adulte, plutôt me dire, voilà, ça je l'ai pas, faire un constat, j'ai perdu ma langue et je n'arrive pas à aller dans mon pays, sans en expliquer les raisons et sans revenir en fait du côté familial et se dire, en fait voilà, ça y est, je l'ai pas et je ne peux pas le chercher là, donc je construis mon chemin à moi, quoi. Et alors, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre relation avec votre père? Je m'excuse, c'est comme vous voulez. Hein. Oui, ben, en tout cas, ce qui est drôle, c'est que c'est moi qui ai parlé en premier en algérien à mon père. Et à partir du moment où je lui ai dit quelques mots, il a commencé à me parler en retour en algérien, en fait. Et c'est moi qui suis venue vers lui pour que le lien de la langue se fasse. Alors, on communique bien sûr essentiellement en français, mais parfois, il y a des petites poches comme ça. Voilà. Donc, tout a bien marché. Oui. Alors, il y a dans le film une scène finale qui est vraiment très belle. Et c'est pas parce que Hajer est là que je le dis, mais tout le monde a été saisi par le chant, par la beauté. Et voilà, donc ça c'est... Peut-être vous en dites un mot et vous dites comment ça s'est construit, cette scène. Oui. Alors en fait, donc c'est une scène de chant. Hajer, peut-être tout le monde ne l'a pas encore vue. Elle est là, modestement, et elle participe au festival depuis déjà pas mal d'années. Voilà. Et donc cette scène de chant qui en fait est un peu le point de départ du film, puisque le point de départ du film, c'est quand je vais à Tunis pour la première fois en 2017. Et c'est Tahar qui m'invite, Tahar Cheraoui, donc, qui m'invite pour montrer mon premier film et puis animer un atelier de réalisation documentaire. Et donc je rencontre à ce moment-là Hajer et Insaf et plein d'autres gens aussi. Mais voilà, c'est ce moment-là qui me donne envie de faire le film. Et puis quand je retourne à Tunis à l'été 2018, voilà, on tourne cette scène. Qui est improvisé, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'était une soirée festive. Oui, tout à fait, voilà, exactement. Et Hajer chante facilement, tout le temps, et merveilleusement. Ouais. Et donc, il faudrait un jour qu'on puisse avoir une soirée festive qui se rapproche un peu de ça. Oui. Bon. Hein. Donc, vous, toutes les deux, vous en parlez. Mais en tout cas, c'était l'aboutissement aussi du film, de sortir, cette scène, de sortir de la langue au sens un peu concret, et pour aller vers la musicalité, le rythme et le lien, et tout ce qu'on peut vivre ensemble, sans en parler, sans avoir besoin d'avoir des mots, et c'est le langage non verbal. Après, je ne sais pas si Hajer, tu veux dire quelque chose. Allez, Hajer, vas-y. Est-ce que tu veux dire quelque chose, ajouter quelque chose, je ne sais pas.
dire que je sais pas quoi dire. Moi, j'aime beaucoup le film de Nina, pas parce que j'y suis, mais j'étais très très surprise quand j'ai vu, voilà, parce que Nina était avec nous, était venue pour montrer son film, pour animer les ateliers, et puis c'est une amitié qui s'est créée, donc on passait beaucoup de temps ensemble, et on savait qu'elle filmait, elle était tout le temps en train de prendre du son aussi, elle était, puis voilà, j'ai eu cette surprise là, et mais voilà, je trouve le film magnifique, pas pour ça seulement, je veux dire pour comment elle, c'est surtout comment elle a filmé la ville, comment elle a capté les moments comme ça dans la nuit de Tunis, ce lien entre sa démarche personnelle et l'intimité de la ville m'a beaucoup touchée parce que c'est son histoire, mais c'est aussi la nôtre qu'elle raconte, et j'ai trouvé ça très généreux et très beau, voilà. C'est une consécration de l'amitié aussi, ce film, je trouve. Donc, merci à toi. Il y a une question au fond de la salle. En fait, j'ai pas de question à poser à Nina, mais je voudrais juste faire remarquer que ce n'est pas le seul endroit où il y a de la musique dans le film. Oui. Ça se termine sur cette scène qui est évidemment très belle. Et je voudrais juste... dire que cette musique, la musique qu'il y a dans le film est aussi un don. Parce qu'il y a quelqu'un qui chante aussi dans le film, et c'est une chanson qui raconte une histoire de voisinage, Jaria Hamouda, etc. Et donc, il y a une musique qui est de l'ordre du don, comme tous ces discours autour de la langue, notamment les réactions des enfants aussi, c'est du don. Ce qui se dit aussi chez le marchand de légumes, c'est incroyable cette histoire. Il appelle sa copine, etc. Et on entre aussi dans l'intimité. Mais j'aurais une question par rapport à la musique d'accompagnement, si tu veux. Qu'est-ce qui a présidé au choix de cette musique, et comment le lien entre la musique, disons, diégétique et cette musique qui s'est ajoutée plus tard, quoi. Oui, alors, en fait, cette musique... Alors, je ne sais plus exactement comment c'est venu, mais à la base, il ne devait pas y avoir... j'avais pas écrit une voix off, puisque la musique est très souvent liée à ma voix. La musique extra-diégétique est souvent liée à ma voix off. Et je sais pas... Je crois que c'est un peu venu de façon concomitante, quoi. Et après, j'avais des idées assez précises... sur ce que je voulais. J'ai fait appel à un musicien qui s'appelle Samir Mohalbi, qui est un musicien excellent d'abord, et aussi avec qui on partage, il est italien, algérien et belge. Donc voilà, on partageait aussi toutes ces questions de langue et d'éloignement, etc. Et oui, je voulais que ça tisse le fil tout au long du film, et les instruments s'ajoutent en fait au fur et à mesure. Au début, c'est assez léger, et puis à la scène finale, il y a justement un mélange de la musique diégétique et extra-diégétique et de ma voix, donc une espèce d'un truc un peu total. Et voilà, je voulais quelque chose de pas... je voulais beaucoup de guitare électrique, quelque chose qui soit un peu dans du Neil Young, donc qui n'a rien à voir avec de la musique traditionnelle, traditionnelle populaire qu'il y a dans la musique diégétique. Et d'ailleurs, dans votre déambulation, au moins à 2 reprises, vous dites de chanter, enfin vous suggérez que le chant est la meilleure entrée dans la langue. Oui, exactement. Ah. Oui. Et la meilleure conclusion. Oui, exactement. Alors je ne dis pas ça parce qu'on va conclure, mais est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été évoquées que vous souhaiteriez ajouter Non. Ça va ? Oui. Bon, merci. Ça va ? Oui, bon. Alors,
on prend les films dans l'ordre de leur projection, et donc on en vient à Regard Noir de Aïssa Maïga et Isabelle Simeoni. Alors, on a forcément, on sait beaucoup de choses, en tout cas, on a évoqué beaucoup de choses à propos de Aïssa, et de vous, Aïssa a dit des choses très, très bien, évidemment, et pas évidemment, mais c'était très bien. Et de toute manière, chaque fois qu'Aïssa parle, c'est plutôt bien, si on peut dire. Vous avez remarqué? Oui, c'était extraordinaire, quoi. Et donc, est-ce que vous pouvez dire un mot de votre parcours de cinéaste, puisque c'est à l'occasion d'un film, Césaire et moi, où vous aviez invité Aïssa Maïga à intervenir pour dire qu'est-ce que Césaire était pour elle, que c'est noué la rencontre dont Aïssa a parlé. Et puis je ne sais pas si je peux me permettre ça, mais Simeoni, c'est tout de même un nom célèbre. Oui. Vous êtes de la grande famille Simeoni. Un petit peu. Un petit peu. Écoutez, félicitations. Bon. Alors, le cinéma. Alors, le parcours, mon parcours de cinéaste, c'est un bien grand mot. Mais moi, j'ai eu l'opportunité de faire des études de cinéma aux États-Unis. Et je dis ça parce que ça a une importance sur la vision à la fois que j'ai eue donc assez tôt de la façon dont les choses étaient décloisonnées dans ma formation, à savoir cinéma, théâtre, télévision, communication, etc. D'une part, et d'autre part une opportunité de questionnement sur l'identité. C'est quelque chose qui a toujours accompagné ma réflexion personnelle et ma réflexion professionnelle, je dirais. Et donc, pour en revenir à Regard Noir, effectivement, j'ai co-réalisé il y a quelque temps un documentaire avec Fabrice Gardel sur Aimé Césaire, surtout sur son héritage et sur la place qu'il pouvait prendre aujourd'hui, à la fois pour les populations premièrement concernées, et puis même un sens un petit peu plus large. Et Aïssa faisait partie des invités. Et au cours de l'interview, on a senti que on avait effectivement des intérêts intellectuels communs, et puis au-delà de ça, voilà, c'est la beauté de nos métiers. Moi, je pense, le plus important, c'est les rencontres. Et voilà, ça a été une rencontre assez évidente d'une réflexion commune sur la place de la diversité, même si le mot me gêne terriblement, parce que je ne vois pas pourquoi il s'adresse à une certaine partie de la population et pas l'ensemble de la population. Hein. Le mot diversité, mais bon, faute de vocabulaire. Et aussi sur une réflexion sur la place des femmes. Et c'est au moment où je réalisais Césaire et moi, elle était en création du livre « Noir n'est pas mon métier ». Et elle souhaitait continuer ce travail, qui a un livre quand même, moi, que je vous recommande très, très chaleureusement, parce que c'est une collection de témoignages de comédiennes françaises afrodescendantes, et qui racontent des expériences assez diverses et malheureusement
commune sur le racisme ordinaire, hein, le harcèlement, etc. Oui. Enfin, juste un mot, parce que c'est un livre, je trouve, effectivement formidable. Je pense qu'il doit être en librairie, à la librairie Fontaine, parce qu'on a dû les prévenir de l'avenue d'Aïssa Maïga. Mais aussi, il y a des anecdotes qui sont drôles tout en étant noires, enfin, si je peux me permettre ce mot. C'est-à-dire que tragique. Il y a des comportements qui se touchent à... Enfin, c'est pas l'ignoble, mais c'est à la bêtise raciste la plus complète qui se manifeste comme ça, de gens dont on ne pensait pas qu'ils la portaient en eux. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, elle m'a fait part donc qu'elle souhaitait faire un documentaire pour poursuivre ce travail, parce que le livre était plutôt un constat de la situation. L'idée, c'était de continuer à réfléchir, à enquêter et à voir un petit peu quels étaient les territoires sur lesquels on pouvait effectivement investiguer, quelles étaient les solutions que l'on pouvait trouver à l'extérieur de la France. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mon expérience, parce que mon éducation, elle remonte à cette époque où j'ai fait mes études dans une université catho à dominante afro-américaine, et où je suis arrivée quand même, je pense, assez naïve de France, où j'avais l'impression, enfin, j'avais une compréhension des difficultés, j'avais beaucoup d'amis d'origines diverses, etc. Mais je pense une incompréhension du racisme structurel et de la manière dont sur le territoire français les choses étaient assez insidieusement assimilées pour tout le monde, que ben non, voilà. Aux États-Unis, le problème de la couleur, le problème de la place des Noirs dans la société est très frontal. Et personnellement, en tous les cas, ça m'a servi vraiment de révélateur. Et j'ai continué ensuite, en rentrant en France, à me préoccuper de ces sujets-là, à travailler avec un collectif, à monter une association. Enfin bon, voilà. Donc, au moment où Aïssa arrive avec cette volonté de faire ce documentaire, j'étais pas préparée à ce qu'on allait vivre, mais j'étais quand même un minimum éduquée au sujet. Et puis ensuite, nous avons commencé à enquêter. Alors là, on va s'arrêter pour passer au questionnement et à tout. Moi, il y a une question hier, en rentrant de la séance du film de Ali et Safi, on discutait de Regard Noir, et un ami qui travaille beaucoup à Grenoble sur l'accueil, et beaucoup plus que l'accueil des migrants, disait à propos de la différence entre les États-Unis et la France, qu'aux États-Unis, bon, il y a ce problème frontal, et en même temps, les Afro-Américains sont des Américains. Personne ne vient le contester, même si le traitement qu'ils ont subi et qu'ils continuent de subir d'une autre manière pourrait dénier ça. Et pour lui, en France, le racisme est tellement ancré que, en même temps, les afro-descendants, c'est à peine si on les considère comme des Français. On a du mal à réaliser que ce sont des Français. Ce sont d'abord des gens qui viennent d'ailleurs. Est-ce que, alors, ça va assez loin comme analyse, est-ce que
vous pensez que c'est juste? Ah ouais, moi je pense que c'est tout à fait juste, Ouais. effectivement. Moi je pense qu'en France, on n'est jamais assez français, Voilà. clairement, mais je pense que ça va même au-delà de la famille d'origine et de la région d'origine. Et je pense qu'un pays qui refuse son histoire, de toutes les façons, c'est comme un individu qui refuse ses origines. Ça fait jamais un mental, une santé mentale cohérente. Je pense que la France enfin, après, ça n'engage que moi et ça ne parle, c'est pas le sujet du film véritablement, mais moi je suis toujours très très surprise qu'on demande systématiquement aux gens en France quelles sont leurs origines. D'où ils viennent, oui. Quelles sont vraiment leurs origines. Et même Aïssa Maïga, d'ailleurs, si elle dit toujours qu'elle est française pour commencer ses interventions, c'est bien pour affirmer cela, alors que pour les gens qui la voient à l'écran, etc., se disent, bon, elle est sénégalaise ou malienne, avant de penser qu'elle est française. Oui, puis moi je pense qu'avoir plusieurs origines, c'est plutôt une richesse. Hein. Ça me semble que, je ne sais pas pourquoi, on est dans cette volonté totale de division, de soustraction constante. Je pense qu'au contraire, c'est une addition, avoir plusieurs cultures, plusieurs points de vue, plusieurs pas de côté pour regarder devant soi, ça ne peut être qu'un enrichissement. Mais ça, tout le monde dira « je suis d'accord avec ça », et ensuite, le racisme profond, il ressortira à un moment ou à un autre. Il y a Ali et sa fille qui voudraient intervenir. Je voulais là. juste ajouter que en fait, le cas le plus emblématique de cette manifestation, de qui est français, qui ne l'est pas, il concerne aussi les pieds noirs, par exemple, qui étaient français ou européens, espagnols, etc., donc qui sont revenus en France, c'est-à-dire qui sont arrivés en France après l'indépendance de l'Algérie, par exemple, ou même du Maroc. Ils ont souffert tout aussi bien en France parce qu'ils étaient montrés du doigt comme étant des pas français complètement. Donc la question, elle dépasse même l'histoire de la couleur. Et si on peut... Oui, mais je suis d'accord. Moi, je suis corse, hein, donc voilà. je sais très bien de quoi on parle. Je pense qu'on parle de particularisme quand on parle des régions, etc. Enfin, Bon, pour moi, ça n'a aucun sens. Nous sommes des enfants de Jules Ferry, malheureusement. Voilà. Voilà, ça va bien résumer les choses. Et puis le film, il parle de beaucoup d'autres choses. Voilà. Alors, si on en vient au film, il démarre très fort avec quelques témoignages très, très brefs, mais juste quelques paroles qui sont fortes. Et puis, le premier entretien avec le directeur de production est tout de même, est tout de même lui aussi très fort, parce que il reconnaît une attitude comme finalement celle partagée par tout le monde et normale presque. Oui, partagée par tout le monde est normale peut-être, mais surtout ça a été très difficile de récolter ce genre de témoignages parce que a priori tout le monde était d'accord avec nous. Donc on n'arrivait pas à voir, voilà, les gens disaient mais oui, mais nous on avait besoin d'entendre, voilà, et je l'ai trouvé très courageux. Très candide. Innocent. Oui, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a dit les choses de manière simple, directe et extrêmement sincère. Mais c'est pour ceux qui n'ont pas vu le film, hein, il explique que lui, il ne trouve pas de technicien d'origine toujours afrodescendante ou enfin bref parce que
on n'envoie pas ces enfants-là faire des études, on ne les forme pas, etc. Mais parce que c'est une réalité que nos métiers sont dans un entre-soi assez évident, que très souvent, les gens qui travaillent dans ces professions ont déjà derrière eux de la famille, etc. Ou, enfin voilà, une volonté, ou d'être habitué à travailler dans les milieux culturels, etc. Donc Philippe Agege dit clairement, non, moi je ne trouve pas de candidats, parce qu'il n'y en a pas, parce qu'on ne les forme pas, etc. Et, ouais, c'était... et cela ne nous pose pas de questions, il dit aussi. Voilà. Alors, on va passer aux questions des participants. Je suppose que nombreuses sont ceux qui ont... Oui? Allez, c'est bien, c'est la plus jeune qui donne... Pourquoi vous voulez faire un film? Pourquoi je voulais faire un film? Très bonne question. Moi, je veux faire des films parce que j'ai envie de témoigner du monde dans lequel je vis et de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas souvent. Donc j'essaye de faire des films avec des sujets voilà, sur des populations ou des sujets, des thématiques qui sont difficiles à vendre aux diffuseurs. Bon, bon, je ne sais pas si... Enfin, vous en parlerez. C'est difficile de répondre à un enfant à une question pareille, voilà. Dans le langage qu'il peut comprendre. Je ne m'aventurerai pas là-dessus. Parce que je crois ta fille, elle comprend plein de choses. Hein. Bon, en tout cas, elle a suivi les films vraiment à l'aise. Oui, moi j'avais juste une petite remarque par rapport à ce qu'on disait, si vous étiez... Si Aïssa était française ou pas, etc. Dans le catalogue du festival, c'est Sénégal qui est écrit. Elle est française. Non, mais c'était juste pour faire remarquer. Attendez, je m'excuse, j'ai pas compris. On n'a pas entendu. D'accord. Je disais que dans le programme du festival, oui. Il y a écrit que le film oui. est classé Sénégal. Vous voyez, il y a des pays. Voilà. Oui. Pas Regard oui. Noir. Ça, vous parlez de Marcher sur l'eau. Ah, Regard Noir, il me semble qu'il y a écrit Sénégal, non? Alors, il y a les deux. Ah oui. Il y a les deux. D'accord. Non, mais c'est juste pour faire remarquer qu'en fait, on est dans un monde de catégories, d'étiquettes, et que pour justifier de participer des fois à un festival africain, il faut qu'il y ait quelque chose d'africain quand même, même si c'est une Française qui l'a réalisé, deux Françaises en l'occurrence, puisque Aïssa est française. Voilà, je disais juste qu'on était malheureusement tout le temps coincés par ces systèmes d'étiquettes. Je peux présenter une petite tentative d'explication. C'est que notre festival, ce n'est pas le festival du cinéma africain, c'est le festival des cinémas d'Afrique qui donne une ouverture tout à fait large et qui va jusqu'à Haïti, par exemple. Ensuite, la question, c'est qu'on ne fait pas un festival sur l'Afrique, mais avec des artistes originaires d'Afrique et qui sont originaires. Voilà. Alors effectivement, on revient à cette question que j'avais moi-même posée tout à l'heure, qui peuvent être originaires historiquement et et qui se trouvent de toute manière dans une position de visibilité difficile. Oui. Hein. Non, mais tout à fait. Mais ce n'est pas une critique, hein, c'est juste une remarque par rapport au fait que dans le monde où on vit, là, il faut des étiquettes. Oui, c'est vrai qu'on vit dans des... Mais c'est une spécialité française, la commode et les tiroirs. S'ils ne savent pas vous mettre dans une... C'est pour ça que tout à l'heure, je disais aussi que moi, j'ai été formée au monde de l'audiovisuel au sens... Enfin, voilà, du spectacle au sens large. Et quand je suis rentrée en France, j'ai bien compris qu'il allait falloir que je me mette dans un couloir, parce que j'ai vraiment passé toute mon existence professionnelle à refuser, mais ça a été une bataille. Je ne sais pas pourquoi on a besoin de ça. Voilà. Une question. Oui, je voulais savoir
Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi d'aller vous former aux États-Unis. Pourquoi vous êtes arrivé à vous former aux États-Unis? C'est un petit peu un petit peu un concours de circonstances, parce qu'au départ, je faisais des études de langue et civilisation britannique. Et je suis partie passer un an comme enseignante à New York. Et voilà, je me suis rendu compte que c'était faisable et que c'était ce que j'avais envie de faire, et que je suis arrivée dans un pays où les choses étaient possibles. Alors que je venais d'un pays où on me disait toujours que les choses étaient impossibles. C'est la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivée à la faculté. Mon premier jour à la faculté en France, c'est le discours qu'on m'a tenu, et c'est resté très prégnant dans mon esprit. On nous a dit, vous êtes aujourd'hui 500 dans cet amphi, dans 3 mois, un tiers d'entre vous seront partis, et dans 6 mois, ce sera plus de la moitié. Et ça a été comme ça pendant tout le temps de mes études universitaires en France. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, en même temps que j'étudiais, que j'enseignais, j'ai été étudier un peu, prendre des cours, etc. Et on m'a tenu un discours totalement opposé, et qui m'a vraiment libérée, je pense, intellectuellement et dans mes désirs profonds, parce que je faisais déjà... j'étais déjà intéressée, je faisais déjà du théâtre, j'étais déjà dans les ciné-clubs, je faisais déjà des petits films depuis toujours et tout ça, mais tout d'un coup, ça paraissait possible. Alors, c'est peut-être que si on ne revient pas comme ça de manière massive dans les questions sur le film, c'est parce que ce film est tellement... je trouve qu'il est remarquable, hein, il apporte beaucoup de choses, et donc on peut peut-être souligner tel ou tel aspect, mais il ne nous questionne pas tellement sur lui-même, sur l'objet film, parce que les choses, je crois, ont été, c'est l'impression que j'ai eue, ont été dites et filmées avec force, etc. En même temps, il y a tout de même beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. Moi, il y a une petite chose, comme ça en passant, c'est le Brésil. C'était tout de même un rappel formidable, parce qu'on dit Bolsonaro, etc. On a vu plus ou moins le cinéma novo en son temps, et qui maintenant remonte assez loin, et d'autres films brésiliens. Mais ce qui a été dit est absolument radical, quoi. Et, bon, donc c'est des notations comme ça, il y en a beaucoup de ce type dans le film. Il y a une autre scène qui, je trouve... Pardon, je veux bien... en fait, l'expérience brésilienne, ça a été un choc d'une brutalité à laquelle on ne s'attendait pas, avec Aïssa. En plus, on est resté peu de temps au Brésil, donc on y a vu, je pense, que ce que ça avait de plus terrible, c'était juste après l'élection de Bolsonaro, donc le pays était sous tension, et surtout on a expérimenté un apartheid que le roman national brésilien efface totalement. C'est-à-dire que d'ailleurs les intervenants brésiliens dans le film le disent. C'est très très curieux de voir que la population brésilienne est en majorité afrodescendante. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même le territoire qui a importé le plus d'esclaves. Hein. Et ils sont totalement effacés du quotidien, que ce soit à tous les niveaux économiques. Ils sont vraiment relégués. Je pense que les gens qui arrivent les afrodescendants qui arrivent à dépasser
leur situation au Brésil, c'est des super-héros. Parce que quand vous voyez comment les choses se sont organisées là-bas, c'est quand même terrifiant. Et on comprend, Aïssa et moi, quand on arrive là-bas, pour quelles raisons Bolsonaro vient d'être élu. Voilà, ce décalage qu'il y a entre cette vision d'un Brésil joyeux, musical, métissé, il est confronté à une réalité quand même extrêmement choquante. Moi, juste toujours pour pousser un peu les limites géographiques de ce racisme, surtout anti-noir. Pour moi, le Brésil, à la limite, je peux comprendre ce qu'il y a eu esclavage, etc. Moi, je viens du Maroc, et au Maroc même, où on est en fait à l'origine des Noirs, qui se sont blanchis. Aujourd'hui, voilà la maman de ma fille, qui est noire, marocaine. Pour les Africains subsahariens, ils diront métisse, mais bon, pour le Maroc, elle est noire, elle est chanteuse. Pas longtemps, elle allait dans un hôtel très réputé à Marrakech, la Mamounia. On lui a refusé de rentrer par la porte principale. On l'a envoyé par la porte de service pour rentrer dans cet hôtel. Juste pour dire un peu aussi les vérités qu'il y a au sein même du continent africain. Donc ça va vraiment très très loin, cette histoire en fait de noir. Ça a déteint sur l'ensemble de la planète, en fait, cette histoire d'esclavage et tout ce que le noir a vécu et comment il a été stigmatisé. Elle a déteint sur voilà, on va aller en Turquie, on va comprendre voilà, en Colombie, moi par exemple, on était allé, c'était pire qu'au Brésil. La maman de la petite, elle a subi à l'aéroport à chaque fois des fouilles que nous on subissait pas, hein, moi ou la petite, mais c'était le noir. Donc c'est vraiment c'est effrayant et c'est mondial. C'est ça ce que je veux dire. C'est mondial et on est quand même en 2021. Quand même le niveau d'absurdité, quand on prend un pas de côté, enfin voilà, que ce soit un sujet central encore aujourd'hui. Il y a une question là-dessus, une intervention en tout cas. Il y en a même deux. Oui, c'est parce que du coup j'ai beaucoup apprécié le film que j'ai découvert hier, et c'était pour souligner le fait qu'au-delà d'un constat, votre démarche à vous Isabelle et à Aïssa, c'était aussi d'être dans une démarche engagée, militante, qui apporte aussi un certain nombre de propositions, de solutions. Absolument. Vous évoquiez dans le débat d'hier l'idée de la boîte à outils, et de souligner qu'il y avait tout ce travail d'avoir multiplié les prises de parole au-delà des actrices, parce qu'il y a cette démarche féministe très principale, au-delà des actrices et des acteurs noirs. Vous avez convoqué la figure du neuroscientifique, historienne, etc. Oui. Et tout ça fait qu'on sort du film, qui certes a un format télévisuel et qui, en termes cinéma, c'est pas la chose la plus frappante que j'ai vue hier, mais en termes de propositions de parole, de débat de société, dans l'époque dans laquelle on est, exactement là maintenant tout de suite, avec les gros défis qui nous attendent, ça a le mérite vraiment de transmettre quelque chose d'enthousiasmant, parce que vous avez fait tout ce travail de cerner là où on pouvait agir, et notamment la question des chiffres, d'une approche chiffrée, on peut dire quota, mais c'était plus nuancé que ça, entre autres, et d'où viennent les blocages, et voilà, etc. Il y a plein de choses vraiment qui sont enthousiasmantes, parce que ça donne l'impression qu'on va pouvoir reprendre ce sujet, le mettre sur la table et l'examiner avec des nouveaux angles. Merci beaucoup. C'est très enrichissant d'avoir l'occasion de pouvoir partager avec un public, avec des gens, parce que le film est sorti
en fin de confinement l'année dernière, et du coup, on n'a pas eu l'occasion de faire des projections, voilà, et c'est une grande frustration pour nous. Parce que justement, on voulait que ce film soit l'occasion d'un débat, soit également un outil pédagogique, hein, comme on le disait. Donc merci de prendre le temps de venir et d'en discuter avec nous. Alors, le film est sorti. Il est sorti, il a été diffusé par Canal. Il est toujours diffusé par Canal. Et il n'est pas sorti en salle. Il n'est pas sorti en salle. C'est la question que je vous posais hier soir, en disant que, bon, même si ce n'est pas une écriture cinématographique d'une originalité dont on dira, ah ben ça, voilà, c'était pas son objet, c'était pas son sujet. Ce film, il tient parfaitement au grand écran. Enfin, je veux dire, moi je l'avais vu d'abord sur l'ordinateur, et quand j'ai vu le film dans la salle hier, ça a été un choc encore beaucoup plus grand. Donc, il mérite vraiment d'être vu en salle. Il a été tourné avec des moyens techniques qui le permettent, on y tenait énormément, des moyens techniques qui permettent une projection sur grand écran. Effectivement, il est dans les contraintes du diffuseur, hein, au niveau formel, mais on a essayé de lui donner un petit peu d'ampleur, etc. Après, sachant que, comme on disait, on a tourné ce film sur une période assez longue et dans des moments complexes où on était obligé de changer les dates parce qu'il y avait un confinement, et puis après on pensait qu'on allait pouvoir tourner ou aller retourner sur un autre territoire, et puis finalement c'était pas possible parce que les frontières étaient fermées, enfin bon bref. Bon voilà, ça a été le film dans le film. Mais il a une énergie et une force de la part de toutes les intervenantes ou de tous les intervenants. C'est assez formidable, et c'est pour ça que c'est un film pour la salle aussi. Alors, j'imagine qu'on trouvera peut-être une... Oui, on espère en continuer, et puis vraiment, on aurait aimé aller dans les lycées, pouvoir s'en servir vraiment pour pouvoir parler avec les jeunes audiences et leur donner envie d'aller chercher plus loin, parce que c'est pas une thèse, hein, ça reste un film, mais ça donne peut-être envie à certains d'aller creuser le travail de Sylvie Chalaï, l'historienne, le travail des neuroscientifiques qui il y a des choses, il y a évidemment plein de choses qui ne sont pas dans le film, comme par exemple Alexis McGill-Johnson, la cofondatrice de Perception.org nous racontait que dans leur recherche aux États-Unis, ils se sont rendus compte qu'un enfant noir était considéré comme un enfant jusqu'à l'âge de 8 ans. On parle des mâles, hein, des petits garçons. Les filles, c'est un peu plus tard, et il y a d'autres critères ensuite qui rentrent en ligne de compte, mais pour les garçons, ils sont des enfants jusqu'à l'âge de 8 ans, et à partir de l'âge de 8 ans, ils deviennent des sujets de préoccupation pour ensuite glisser vers des sujets de danger. 8 ans. Simplement parce qu'ils sont noirs. C'est quand même très préoccupant de comprendre. Mais cette analyse... Oui, ce sont des études. C'est des études qui ont été faites par cette organisation avec des neuroscientifiques. Hein. C'est des études, donc, des recherches. Voilà. Et c'est quand même très troublant de se rendre compte que, en fait, dans l'inconscient collectif, un gamin de 14 ans de couleur est un fait que vous croisez dans la rue, est un danger potentiel, puisque depuis l'âge de 8 ans, il est déjà considéré comme tel.
Donc ça explique aussi des choses très très insidieuses. Donc je vois que ma co-réalisatrice est arrivée. Ah. Oui, alors la co-réalisatrice, pardon, qui s'est mise à la table derrière. Alors il y a une question qui attendait là. En fait, j'ai deux questions relatives à deux partis pris. Vous pouvez enlever le masque peut-être, que ce soit plus clair la parole. J'ai deux questions relatives à deux partis pris dans le film. Le premier, c'est le doublage. Pourquoi avoir choisi de doubler les personnages qui sont des acteurs, d'autant plus qu'on sait qu'on peut choisir un acteur pour sa voix. Deuxième question, la mise en scène des interviews. En fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose de beau, de frappant au niveau de l'image, mais je me suis demandé si le fait que les actrices ne soient pas aussi maquillées aurait donné quelque chose d'autre, quoi. Par exemple, montrer une certaine fragilité, une certaine nudité par rapport à cette question, parce que là, on a le sentiment qu'elles sont... c'est comme si elles étaient interviewées pour la télé, voilà. C'est comme si le travail avait été... c'est comme si on les recevait dans une émission de télé, voilà. Elles sont trop belles. Alors, pour la première question sur le doublage, la réponse est très simple, c'est une volonté de la chaîne. Pertinent justement de faire une version pour la diffusion en salle. C'est une remarque qu'on va prendre en compte avec ma camarade, mais effectivement, moi je ne suis pas une grande fan des doublages, Aïssa non plus, mais voilà, donc oui. Concernant les maquillages, ce sont des actrices, c'est des professionnels, c'est des femmes qui sont confrontées à énormément de difficultés. Un des sujets d'ailleurs du livre et des témoignages, c'est le nombre de fois où elles arrivent sur un tournage pour une émission de télé, et où personne n'a ni les produits, ni les capacités, ni la connaissance pour les maquiller. Donc, personnellement, moi, je trouve tout à fait normal que quand nous les recevons dans le film, comme actrices pour les interviewer, on fasse justement cet effort-là. Enfin, en tous les cas, ça me paraît la moindre des choses. Donc voilà, après, moi je ne vais pas demander ni à elle ni à personne d'autre de venir complètement nue sur un... Après c'est autre chose, on est dans une autre démarche, mais toutes les personnes qui ont été interviewées ont été maquillées. C'est le cas de Philippe Agege, le directeur des productions. Voilà, c'est la réalité de la télévision, de la caméra. Oui. Mais j'entends ce que vous dites, mais voilà. Il y a d'autres questions. Alors, il y a tout de même des moments totalement américains, évidemment spectaculaires. La scène des Oscars 2016, Joaquin Phoenix au BAFTA. Bon, c'est typique du fonctionnement de essai. Mais bon, en même temps, ça a de l'impact. Mais si vous regardez n'importe quelle cérémonie anglo-saxonne, c'est toujours l'occasion d'un discours politique, engagé, etc.
Tout le monde est friand de ça. Ouais. Quand il s'agit de la France, ça devient très compliqué. Et qu'on monte sur scène au César pour dire une vérité connue de tous, ou en tous les cas pour interpeller. Là, les choses... Alors, moi je ne pense pas que l'Amérique soit l'alpha et l'oméga, hein, soyons clairs. Hein, voilà. Je vois juste que dans certaines situations et par rapport à certaines thématiques, en tous les cas, le débat est déjà tellement plus avancé que effectivement c'est plus simple. Quand Chris Rock monte sur scène pour les Oscars, c'est l'année où beaucoup d'afrodescendants ont appelé au boycott. Et lui considère que la réponse, c'est pas de boycotter, mais de venir faire un discours avec ses qualités d'humoriste, etc. Quand Joaquin Phoenix monte sur scène, que ce soit aux Oscars, au BAFTA, etc., à chaque fois qu'il est monté sur scène pour recevoir un prix, il en a profité pour se servir de la scène pour en faire une arène politique sur des thématiques qui lui paraissaient évidentes. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour Regard Noir, pour passer à... alors ce titre, je m'excuse. Avant, parce que moi je ne sais pas pourquoi, je m'étais mis l'aube dans la tête et j'en parlais toujours... Bon, c'est avant le déclin du jour, ça n'a rien à voir avec l'aube, qui est le contraire du titre du film. Est-ce que je pourrais me permettre une dernière question ? Absolument. Merci. Moi, je n'ai pas vu le film, donc je le découvre là pendant le débat. Donc, si je comprends bien, c'est un film de commande de Canal+. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est alors ? C'est pas du tout un film de commande, c'est une proposition. C'est une volonté d'Aïssa Maïga, derrière nous, qui, une fois après avoir initié le livre « Noir n'est pas mon métier », a souhaité continuer à faire une enquête sur le sujet et Canal+ était intéressé par la coproduction et la diffusion du film. Mais c'est en aucun cas une commande de Canal+. En revanche, une fois que vous êtes en coproduction, enfin voilà, que vous avez un diffuseur et que vous êtes sur une chaîne de télévision, vous avez des contraintes qui sont liées à la ligne éditoriale de la chaîne, à la direction artistique de la chaîne, etc. Si vous faites un film sur Arte, vous avez d'autres contraintes, mais... Ouais. Et ce que je voulais savoir, est-ce que Canal+, peut-être que vous, comme vous avez peut-être travaillé en collaboration, est-ce qu'eux respectent des chartes de diversité en tant qu'institution ? Alors... Bonne question, mais je ne sais pas si on a la réponse. Non, mais alors... moi, je ne suis pas une employée de Canal+, donc je ne connais pas les obligations qu'ils ont. Je sais qu'ils ont été certainement les plus ouverts sur le sujet, historiquement, hein, je dirais. Aujourd'hui, avec le changement d'actionnaire, je ne pourrais pas mais clairement, tous les diffuseurs, tous les producteurs, tous les exploitants, tout le personnel professionnel de l'audiovisuel et du cinéma, de l'édition, etc., ne fait pas assez sur le sujet de la diversité, à mon sens. On est très loin du compte. Et ils sont toujours surpris quand on le leur rappelle. Et ils viennent toujours vous expliquer qu'en fait, ils ont des politiques, des volontés, etc. Dans la réalité, moi j'ai passé 15 ans à France Télévisions. Je peux compter sur le doigt d'une main le nombre de gens que je croisais. Et je ne parle même pas à des postes de responsabilité et de direction. J'ai produit des émissions et j'étais toujours atterrée de voir qu'il y avait si peu de gens
d'origine autre que gauloise. Oui, ou non, mais vous pouvez, enfin voilà, je dirais occidentale, voilà, parce qu'il y a l'invisibilité aussi chez les Asiatiques. Il y a, enfin voilà, c'est tragique. Hein. Les populations en responsabilité dans l'ensemble du monde de la culture, c'est quand même une situation en France qui est très inquiétante, à mon sens. Bon, alors, on passe au film d'Ali Safi. Il a dit quelque chose au début de la présentation du film qui me renvoyait à ce que j'avais l'intention déjà de dire en entrée de ce débat, c'est qu'il y a deux manières de voir le film. Il y a une manière, c'est celle que j'ai eue en le regardant sur l'ordinateur, avec à côté de moi, c'est pas une Bible, mais c'est le guide des réalisateurs marocains, qui est quelque chose de tout à fait utile, mais qui date déjà un petit peu, et notamment où Ali n'y est pas encore. Bon. Et donc je cherchais à trouver finalement qu'est-ce que c'est. J'avais tout de suite reconnu Mostafa Derkaoui. J'ai vu son film, j'arrive pas à me souvenir si c'était où c'était à Béjaïa, etc. Bon, j'ai plus une mémoire tout à fait performante. Et les autres extraits, je me disais, mais alors là, d'où ça vient? Les films en noir et blanc qui sont visiblement tournés par des gens proches du mouvement, etc. D'où ça sort? Quand il y a le film, l'extrait avec ce que j'appellerais Marie Chantal dans la voiture bleue au bar et puis ensuite dans la Médina dit « allez, poussez-vous », etc. Bon, je m'interrogeais en permanence en disant les revues, j'allais prendre Internet pour trouver. Bon, j'ai passé un temps fou à regarder le film et j'étais un peu perdu. Et puis, il y a la deuxième manière de le voir, et je pense que c'est celle que nous avons tous eue hier soir, c'est celle que vous nous aviez conseillée, c'est celle de se laisser aller et d'enregistrer des choses plus ou moins, et c'est formidable. C'est d'une richesse qui rend compte à la fois de cette effervescence extraordinaire et en même temps de cette répression que nous connaissions mieux d'ailleurs finalement, parce qu'on a eu le documentaire de la réalisatrice sur les années de plomb, j'ai oublié son nom. Leïla Kilani. Voilà. Donc, le fait que le film n'ait pas de souci pédagogique, mais existe en tant que tel, est finalement une qualité, je trouve, essentielle, telle que j'ai ressentie hier. Alors, hier soir, il y a eu entre vous et Tahar une discussion, j'ai trouvé formidable, sur l'écriture du film, ses racines, ses parallèles que l'on peut faire. Alors je pense que cette discussion va revenir d'une manière ou d'une autre, mais j'aimerais tout de même que vous nous parliez un petit peu des principaux matériaux qui ont été utilisés et que l'on voit dans le film. Pour, par exemple, ce que j'évoquais, le film de Marie Chantal, qui c'est qui l'a fait, par exemple, bon, ça n'intéresse peut-être que moi, mais donc, quels sont un peu les extraits de films que vous avez mis et les photos. Alors sur les photos, j'ai été un peu surpris de voir que Noureddin Sahil n'apparaît que tout à fait à la fin, au festival de Khouribga qu'il a fondé, alors que je pensais qu'il avait joué un rôle, non pas de cinéaste, mais un rôle dans l'ensemble de ce mouvement intellectuel des années 70. Mais ça, c'est aussi une parenthèse. On en parlera de cette parenthèse, parce que vous allez être surpris. En fait, le problème qu'on a au Maroc, et je crois que c'est le cas dans beaucoup de pays africains, c'est la préservation d'archives visuelles, audiovisuelles, de manière générale.
Et le cas du Maroc, pour une période comme ça, des années 60-70, qu'on appelle les années de plomb, le problème se multiplie encore plus parce que, comme le dit le personnage du film, en fait, la photo, tout ce qui était photo, était associé à la répression, aux renseignements généraux, etc. C'est-à-dire que les gens essayaient d'avoir le moins possible de traces d'eux, les jeunes en tout cas. Et en fait, il est pratiquement impossible de trouver des traces de visuels, par exemple, des campus universitaires au Maroc de cette époque-là. Pratiquement impossible. Donc les seuls qui ont vraiment, au Maroc, des archives de cette époque-là, c'est les renseignements généraux, c'est le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est certain, et tout le monde le sait. Parce qu'eux, ils photographiaient tout, et tout était... D'ailleurs, donc, on avait toujours peur, même moi, même ma génération, dès qu'on était dans un milieu estudiantin ou qu'il y avait un événement, tout ça, on faisait attention à qui prenait des photos ou qui filmait. Donc, c'était une terreur, en fait. Du coup, c'est très difficile de trouver des matériaux pour raconter. Et quand je dis matériaux, c'est-à-dire que moi j'ai passé 10 ans à essayer d'avoir accès à ce qui est institutionnel, mais aussi dans les privés. Et dans ce film, il y a un patchwork d'images qui viennent parfois de ma famille même ou d'autres familles. Oui, non, les photos de personnes sont... elles arrivent comme ça. Voilà, parfois c'est presque des anonymes, quoi. C'est-à-dire tout ce que j'ai pu trouver, voilà. Et donc c'était très difficile, en fait, Par contre, donc, on avait les films. Oui. Les films de cette époque-là, la plupart qui étaient intéressants, soit ils sont donc restés dans les archives de la cinémathèque du Centre cinématographique marocain, et que personne, depuis que la Fédération des ciné-clubs a périclité, n'avait plus ce dynamisme, etc., ils n'étaient plus vus, ou alors beaucoup d'entre eux ont été faits, mais ont été censurés tout de suite au Maroc. La plupart, en fait, des films des fragments de films que j'utilise, c'est justement ceux des films qui ont été soit censurés officiellement, soit officieusement, et donc qui ont été marginalisés, dans l'idée de garder une trace de certains de ces films. Ils n'existent que en copie VHS. C'est-à-dire, il y en a qui ont disparu alors qu'ils datent de 74, par exemple. Tu faisais référence à cette scène de Marie Chantal. Donc, qui je m'excuse en fait, auprès des Marie Chantal. Voilà, ma femme s'appelait Marie Chantal. Elle vient d'un film, en fait, qui était un film culte dans ma jeunesse. Quand j'étais adolescent, par exemple, moi, dans mon petit bled, on avait monté un ciné-club quand j'étais au lycée. Donc, on avait monté un ciné-club dans la petite ville, et qui avait été interdit au bout de 4 séances à cause de ce film qui s'appelle Les 1001 mains de Souhaïl Ben Barka. Et pourtant, Souhaïl Ben Barka qui va devenir oui, après le directeur du Centre cinématographique marocain. Très proche du roi. Ouais, il a été justement récupéré comme il faut, parce que c'était le seul cinéaste marocain à l'époque qui s'était émancipé donc des aides, de tout ce qu'on peut avoir au Maroc. Et donc, comme il avait étudié en Italie, donc il arrivait avec des productions ficelées, financées, il faisait ses films. Et donc, il passait à côté de la censure. Oui. Et, sauf que, une fois que le film est vu par la censure, par exemple celui-là, il avait eu son visa censure au Maroc. Mais c'est au niveau local, dans les villes, etc., n'importe quel petit préfet, sous-préfet pouvait interdire un film pareil. Je montre aussi un autre film de lui qu'il a fait 2 ans après, qui lui a été complètement censuré, qui s'appelle La guerre du pétrole n'aura pas lieu,
qui, lui, a complètement... il n'a plus de copie, lui-même, le réalisateur, donc il reste qu'une copie VHS. Donc je l'utilise malgré cette séquence où il y a une manif, un mouvement ouvrier dans une usine de phosphate, etc. Et donc c'est très... qui est présenté comme étant lié au récit de Mostafa à Tanger et Tétouan. Voilà. Et donc, voilà, donc j'essaye de garder des traces. C'est pareil pour beaucoup d'autres artefacts qui sont là, presse, écrite, etc. Donc de sauvegarder en quelque sorte. D'abord, la mémoire de garder des traces. Comme je le disais hier au débat, le film lui-même de Derkaoui, donc de quelques événements, il a été retrouvé et restauré grâce à la copie VHS qui existait et que j'avais utilisée dans la version courte de ce film. Donc, voilà. Donc, il y a d'abord ce truc de sauvegarde et en même temps, il fallait que je les insère dans une espèce de... Je ne sais pas si on peut appeler ça narration, mais en tout cas, voilà, de leur trouver leur place dans le récit, quoi. Est-ce que je peux me permettre juste... Oui. Parce que j'avais une question qui s'enchaînait, mais vas-y. Oui, non, mais par rapport justement à ces... Peut-être ça nous permettra de mieux comprendre aussi le film, quoi. Je pense qu'il y a un moment dans le film qui explique, enfin, à partir duquel on peut aussi expliquer tout le reste, y compris la façon dont le film est monté. C'est quand Mostafa lui-même, Derkaoui, dit le film a été censuré parce que, quand il s'est renseigné, on lui a dit on n'a pas vu le portrait du roi. Photo du roi. Ça en dit long sur la représentation dans ces régimes-là, tyranniques ou dictatoriaux, enfin on les appelle comme on veut, où la photo du roi, elle est censée représenter toute la réalité du pays. Et d'autres photos ne seraient autorisées, d'autres représentations, je veux dire, ne seraient autorisées que sous l'égide de cette photo-là. Et donc, l'absence de cette photo, évidemment, ça veut dire presque... c'est hérétique, enfin, c'est comme un coup d'État, quoi, par l'image. Et c'est ce qui explique, pour moi, en tout cas, aussi la façon dont le film a été monté et qui est préfiguré dès le départ quand on voit l'endroit où sont amassés n'importe comment, pêle-mêle, ces différentes photos. Et les remettre dans une logique linéaire, plus ou moins autoritaire, etc., ce serait peut-être une manière de restaurer un ordre dont le film voudrait précisément contester. Enfin, moi, je pense ça comme ça, quoi. Oui, non, c'est vrai. Alors moi, ma question, c'était juste celle que j'avais déjà tout à l'heure, qui est ces films en noir et blanc où il y a dans la voiture celui qui a été en prison, où on suit des personnes, etc. Qu'est-ce que c'est de ce film ou qu'est-ce que c'est de ces images? Tu parles de... Il y a plein de séquences ça, en noir et blanc c'est un documentaire, en fait. Qui sont d'une nature tout à fait différente de tout le reste. Totalement. Voilà. En fait, ça, c'est un documentaire suisse, de la télévision suisse, qui avait une case, un peu comme en France à l'époque, il y avait 25 colonnes à la une ou je ne sais pas quoi. Donc, je ne me rappelle plus du titre de ce... magazine, voilà, et donc... Donc c'est un film de Suisse. D'accord, c'est pour ça qu'il existe et qu'il est visible. Absolument. D'accord. Et j'ai trouvé sa trace parce qu'en fait, il circulait pas mal dans YouTube, dans les réseaux de YouTube du Maroc, en fait. Pas de film entier, mais des fragments. Ouais. Donc ça veut dire que le public marocain avait vraiment déjà, beaucoup essayé de consommer ce travail. Et donc moi aussi, donc il m'a touché. Et voilà, j'ai été chercher un peu la source. Il est bienvenu parce qu'il donne des éléments de réalité qui ne sont pas le sujet, enfin qui ne sont pas le choix du film de se fixer là-dessus, mais en même temps ça contrebalance bien l'ensemble de tout ce qui est évocation par les extraits que tu as cités ou par d'autres images et tout.
C'est-à-dire que là, c'était exactement ce que un journaliste ou un reporter marocain aurait aimé faire à l'époque, mais il ne pouvait pas le faire. Donc, heureusement, donc, ça a été quand même sauvé un peu. Alors, je vais poser une dernière question et ensuite, priorité à la salle, c'est l'organisation. Puisque Derkaoui parle toujours de l'organisation sans rien de plus. Donc, forcément, le spectateur se demande mais de quelle organisation il s'agit. On devine que c'est un mouvement, on pourrait dire de manière un peu péjorative, gauchiste ou révolutionnaire, ce qu'il était. Et quel est le rapport entre cette organisation? Bon, moi, j'ai été à l'UNEF et j'ai été au congrès de l'UNEM en 60 à Rabat pour représenter l'UNEF. Et à l'époque, il m'avait présenté à Bouhabid. J'avais été voir Majou Ben Sédik, qui était le dirigeant de l'UMT, contestataire à l'époque avant de devenir, de rentrer dans le système. J'avais été une imprimerie qu'on m'a présentée comme clandestine. Donc, c'était tout à fait l'esprit qu'on retrouve en 70, dont je me suis retrouvé aussi complètement dans le film. Et cette parenthèse, comme j'aime faire, mais qui me perdent périodiquement, donc du coup, je ne sais plus, oui, c'était l'UNEM, qui a été dissoute et qui jouait un rôle, mais ce n'était pas l'UNEM, évidemment, l'organisation, mais est-ce que c'était deux choses qui s'étaient entrecroisées, etc. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, l'UNEM regroupait... L'UNEM, en fait, c'est l'Union des étudiants nationaux étudiants en fait, marocains, qui a été plusieurs fois censuré, interdit, etc. Et il y avait tous les courants politiques de gauche, parce que de droite, ils avaient un autre syndicat, en fait, qui n'a jamais pris, qui s'appelait l'UGEM, qui a vite périclité, mais donc dans l'UNEM, il y avait toutes sortes de représentations, en fait, de la gauche jusqu'à l'extrême gauche, y compris même des anarchistes. Et donc, l'organisation en question dans le film, en fait, c'est Hilal Hammam, c'est un mouvement marxiste-léniniste donc, qui était clandestin. Il y en avait 2 ou 3 au Maroc, donc celui-là, c'est un des plus connus. Je ne voulais pas mettre le nom parce que, justement, pour ne pas rentrer dans des histoires partisanes, ou aussi bien pour les Marocains eux-mêmes, parce que c'est encore très, très... chaud. Ouais, très frais encore. Et j'ai eu, par exemple, de cas de militants de cette époque-là qui étaient furieux que le personnage de mon film soit celui-là, parce que ce gars-là, il était connoté chez eux comme quelqu'un qui avait viré, qui avait fait trahi. Pour lui, c'est une autocritique. Et ce qui est réellement le cas, parce qu'il n'a jamais trahi, je le connais bien, mais il est sorti du rang. Mais il n'y a qu'eux qui le reconnaissent, c'est-à-dire que pour le grand public, personne ne le connaissait. Mais donc pour éviter toutes ces histoires partisanes, et puis même pour l'étranger, pour que les gens, parce que c'est déjà très complexe, le contexte politique et tout, donc je ne voulais pas rajouter à ça en donnant le nom. Oui, parce qu'il aurait fallu à ce moment-là en citer d'autres. Voilà, c'est ça. Pas. Exactement. C'était plus le même film. Exactement. D'accord. Bon, alors il y a tellement de choses dans le film que je pense que ça va partir maintenant dans tous les sens. Alors, oui, bah oui. Alors, en plus, un micro. Oui. Oui, alors, on peut dire quand même que ton film est un film de montage. Et donc, j'ai une question parce que je suis aussi monteuse, moi, et j'ai une question sur le montage et la façon dont tu as travaillé. Déjà, la façon dont tu as collecté, réuni toutes ces images, ces sons, etc. Et après, comment tu les as, comment tu as monté, comment tu as assemblé, et voilà, tout ça.
Oui, comme a dit Dominique, donc on va revenir donc à des choses qu'on a discutées hier, en fait, après la projection. En fait, j'expliquais que ce travail, c'est une expérimentation inspirée en fait par d'autres films maghrébins de cinéastes pionniers des postcoloniaux 60-70 qui avaient essayé donc l'expérimentation de l'oralité dans le dispositif filmique. C'est une expérimentation qui avait été, en fait, les jeunes de cette époque-là qui sortaient de la colonisation, ils essayaient de trouver des expressions plus authentiques et donc de s'éloigner un peu de tout ce qui venait des colonisateurs. Et donc, dans ce sens, ils ont fait cette démarche d'aller fouiller un peu le patrimoine et donc ils sont tombés sur le conteur populaire, ce qu'on appelle halqa au Maghreb, qui est vraiment la tradition la plus ancienne et la plus populaire. Et donc, cette tradition, donc ce patrimoine, il a été exploité dans la littérature, le théâtre, etc. Ça a donné en fait des nouveaux, par exemple, théâtres, une nouvelle littérature. Mais au cinéma, paradoxalement, ça n'a pas pris. Comme j'ai dit hier, j'ai fait une recherche sur cette expérimentation, parce que j'ai trouvé ces films du Maghreb, 3 ou 4. J'en ai fait une installation qui était à la Biennale de Dakar en 2014, et puis ensuite j'ai continué un peu la recherche que je suis en train de publier maintenant pour voir pour comprendre pourquoi cette expérimentation n'a pas été... parce que c'est cette expérimentation qui m'a, moi, amené vers cette écriture-là, vers cet essai de trouver une forme de narration éclatée, inspirée justement du conteur, parce que le conteur, il est dans sa façon de raconter, c'est toujours éclaté, c'est des espèces de collages d'histoires souvent. Et puis, ce qui était intéressant dans ces films qui m'ont inspiré, dont j'ai parlé hier, qui sont en l'occurrence donc un film tunisien qui s'appelle Mohammedia, un bijou, et un film algérien, Combien je vous aime, qui est absolument magnifique, et Mémoire 14 du Maroc. Donc, tous ces films ont été censurés pratiquement ou marginalisés dans leur pays même. Donc, ça fait très peu de temps. Je peux dire que depuis que j'ai piraté ces films et que j'ai commencé un peu à les montrer un peu partout, que donc les auteurs même de ces films ont pu revoir leurs films et les montrer à leur famille, parce qu'ils n'avaient plus de copies eux-mêmes, et ils n'avaient pas vu ces films-là depuis le temps. Et donc, je trouve impressionnant ce truc ce que ça a donné, cette expérimentation. C'est aussi au niveau narratologique, ça a créé un espèce de style qui en littérature, il est connu, on appelle ça la métalepse, en fait. C'est quand il y a un récit dans le récit dans le récit. Donc du coup, le conteur devient, dans le film, le commentateur d'autres récits. Et donc, ça crée une forme narrative assez riche, et qui a besoin d'être fouillé, exploité. Donc voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé à cette forme de montage que j'avais déjà essayé dans mon film d'avant qui s'appelle La 7e porte, sur un de ces cinéastes, donc le réalisateur de Mémoire 14. Donc c'est une espèce de biopic un peu pas très conventionnel. Et j'ai envie de... Donc, moi, je pense que tous les pays qui viennent de l'oralité, qui ont l'oralité comme culture, et donc je pense à toute l'Afrique, et qui n'ont pas justement de background de dramaturgie, de littérature, de peinture, je pense que c'est un chantier qui intéresse tout ce monde-là. Et j'aimerais donc continuer à essayer de partager cette expérimentation, en espérant que d'autres
s'inspirer, et voilà. Et dans la fabrique, même, tu as monté le film? C'est toi qui as monté le film? Non, je pas me rappelle du tout. plus. Non, Ah non, oui, non. voilà. Non, j'ai ma monteuse. Ouais. Donc voilà comment travailler. Donc moi, bien sûr, j'arrive avec on va dire, un bout à bout très long, de quelques heures, 3 heures, tout ça. Bon, là, en l'occurrence, pour ce film, ce que j'ai montré à la monteuse au début, c'était vraiment un squelette, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'archives de bonne qualité, il n'y avait pas tout, c'était encore... Mais l'essentiel, c'était que ma monteuse donc rentre dans cette histoire, dans ce patrimoine, qu'elle connaissait, parce qu'on travaillait déjà ensemble, un petit peu. Et donc, à partir de là, on commence à travailler, à partir de cet ours, moi, en faisant un peu le dictateur au début, voilà où je veux aller, etc. C'est-à-dire que cette histoire d'expérimentation, de l'oralité, tout ça, c'était bien expliqué, voilà. Et après, donc, la monteuse elle-même, elle a apporté énormément de choses à ce film. Et puis je voulais justement, tous ces derniers films sur les archives, je voulais avoir, je ne sais pas pourquoi, je suis peut-être un peu raciste, je voulais avoir des monteurs jeunes qui ont une autre façon, enfin, qui n'ont pas de principe sacro-saint et qui peuvent se donner toutes les libertés, en fait, pour expérimenter. Et donc voilà, donc petit à petit, donc des va-et-vient. Là, par exemple, donc ça nous a pris 2 ans, en fait, au moins, de montage, mais avec des va-et-vient, on s'arrête. Ça aurait été impossible de faire un travail comme ça dans une production conventionnelle avec une durée de montage fixe et tout, c'est impossible. Donc j'ai pu faire ce film parce que j'étais libre, justement. J'avais pas beaucoup d'argent pour le faire, mais par contre, au début, j'en ai eu après, des soutiens, mais au début, rien. Par contre, j'avais la liberté de faire ce que je veux, avec la monteuse. Bon, oui, parce que vous ne parlez pas toujours dans le micro, donc je ne suis pas sûr qu'au bout de la salle, c'était complètement bien entendu. Est-ce que je peux... Vas-y. Une question que je n'ai pas posée à Annie hier, concernant justement ce dont on parle, là, c'est le choix de montage. Après une remarque concernant cette question de l'oralité, elle a été plusieurs fois évoquée dans la littérature, enfin, par rapport aux cinéastes africains, et en rapport avec la culture du griot, etc. Chez nous, c'est le fdeoui, etc. Enfin, on en a beaucoup parlé. L'oralité, le cinéma, il y a tout un pan de littérature, souvent un peu folklorique, mais, parce que c'est une question très compliquée. On disait hier que, effectivement, cette forme de montage qui se veut enracinée dans la culture, les cultures locales, évidemment, est différente de ce qui a dominé, en gros, dans le cinéma mondial, à savoir soit un montage narratif, représentatif, linéaire, etc., américain, ou bien un montage des attractions dialectiques, soviétiques, quoi. Et quelque chose est arrivé à peu près avec les indépendances, enfin à la fin des années 50, après la nouvelle vague, mais versant Chris Marker, on va dire, pas Godard mis à part, puisque il y a eu quelque chose d'autre qu'on appelle dans les ouvrages maintenant de la critique un montage des correspondances. On appelle ça comme ça, c'est-à-dire on fait un montage de correspondance, c'est-à-dire un peu comme chez Godard, c'est-à-dire quand un plan suit un plan, c'est pas forcément linéaire, ça fait, et pas forcément dialectique, mais ça crée un vide et les gens, voilà, ils vont réfléchir, etc. Ce que toi tu proposes ressemble à ça, qui est déjà d'une certaine manière inspiré, puisque Jean Rouch n'est pas étranger, lui qui a filmé en Afrique n'est pas étranger à ça. Bon, donc il y a cette histoire-là qui est très complexe, très intéressante, mais moi ma question, elle porte sur ce paradoxe, parce que d'un côté,
qui est marocain, parce que ni en Tunisie, ni en Algérie, on assiste à ça. En Égypte, c'est un peu différent. D'un côté, il y a un souci de filiation, dont tu as pris conscience à un moment donné. Tu as dit, malheureusement, un peu tard. Parce qu'il y a une histoire qui n'est pas racontée, et tu te dis, peut-être moi, ma responsabilité, c'est effectivement d'essayer de m'inscrire dans cette lignée pour me rappeler, tu vois, etc. Et, bon, qui est une logique de linéarité, de filiation. Sauf que l'approche que tu as suivie, paradoxalement, n'est pas une approche linéaire. Et la question que je te pose, comment tu as pu régler ça? C'est-à-dire à la fois de faire un film qui s'inscrit dans l'histoire du cinéma marocain pour restituer des figures importantes et voilà, leur donner leur place dans l'histoire du cinéma marocain, mais en même temps tu le fais de façon comme ça, en vrac, quoi. Pas de façon historique, pas de façon linéaire, mais de façon syncrétique, comme ça. Merci Tahar, c'est une question pertinente qui ne s'est pas posée consciemment pour moi. C'est-à-dire que ce qui était conscient pour moi, c'était de m'inscrire dans une lignée, oui, dans une filiation, parce qu'on a ce problème-là au Maroc, donc intergénérationnel, donc voilà, chaque génération est coupée de celle d'avant, et donc il y a un effaçage de mémoire qui va avec. Donc je voulais donc m'inscrire un peu, d'ailleurs, quand on voit le générique du film, que ça soit la version courte ou celle qu'on a vue hier, toujours avec la participation de tous les réalisateurs ou réalisatrices qui, dans les films, dont des fragments se retrouvent dans mon film. Donc c'est un peu comme une envie de ma part de faire partie de... Et ton film, il est le fils de Mémoire 14. Absolument. Mais en même temps, moi j'avais déjà ma personnalité, si on peut dire. J'avais déjà un peu j'ai toujours mes réflexions et mon questionnement permanent sur mon processus de création, sur le cinéma, sur comme a dit ma fille, pourquoi faire un film, qui est une question que je me pose tous les jours, tous les ans, quoi, à chaque fois que j'entame un projet, pourquoi le faire, pourquoi celui-là et pas d'autres. Donc j'ai déjà en fait, j'avais déjà en fait voilà, j'avais pas 18 ans, j'avais pas 20 ans, donc j'étais pas écrasé, on va dire, par cette masse de création des générations d'avant. Mais comme je l'ai quand même dit hier, quand j'ai découvert certaines pépites, ça m'a bloqué en quelque sorte, et donc j'ai pas pu réaliser de film pendant vraiment des années, parce que il fallait ces années-là pour digérer, pour capitaliser sur ça, et donc pour que je ne sois pas dans un regard comme ça, et donc d'être plutôt dedans, voilà. Voilà, mais avec ma personnalité et ma façon, et donc voilà. Franchement, consciemment, la question ne s'était jamais posée, parce que voilà, j'étais déjà mûr et j'avais déjà mon parcours et donc même en côtoyant des grands de cette génération comme Bouanani, tout ça, qui sont impressionnants, vraiment, je reste quand même, j'essaie de développer mon propre langage et c'est ça qui est super pour revenir à cette expérimentation. Par exemple, ces 3 films sur lesquels je travaille, ces 3 films algériens, maghrébins, tunisiens, algériens, marocains, qui ne se connaissaient pas entre eux, hein. Personne ne connaissait le film de l'autre. Et donc, ils ont fait, chacun dans un pays, à un moment ou à un autre, donc cette tentative. Et en faisant cette tentative, ce qu'ils ont... tout en utilisant donc le compteur et tous ces préceptes, les films sont totalement différents les uns des autres. C'est ça qui est étonnant. C'est vraiment des écritures complètement... c'est-à-dire qu'on peut s'inspirer, on peut expérimenter, mais sans forcément reproduire le même langage, etc. Alors, on approche de la fin
de notre rencontre. Je ne sais pas s'il y a une fin qu'il faut respecter, mais on a une dizaine de minutes à peu près, quoi. Bon. Et alors moi, je voulais, dans la suite un petit peu de cette question de la filiation, venir à une question sur quelles ont été les suites de cette effervescence, qu'est-ce qu'il en est resté, transformé autrement, etc. Mais est-ce que c'est un temps particulièrement fort et en même temps violent, et cette violence a sans doute aussi servi, en tout cas du point de vue des revues, enfin je veux dire, elles ont pris de leur importance parce que c'était une période très, très difficile et complexe pour la société marocaine. Et de tout ça, aujourd'hui, est-ce que il y a encore, au niveau, j'imagine, hein, il y a encore quelque chose d'équivalent comme effervescence, innovation, croisement des langages artistiques, etc., qui caractérise un peu les années 70. Comme je disais hier, en fait, à quelqu'un, la version courte de ce film donc, que j'ai faite pour la Biennale d'art de Dubaï en 2011. Merci pour l'info sur Dubaï. C'était très comment Doha finance. Oui, ouais. C'était une information tout à fait pertinente et utile. Exactement. En fait, c'était juste avant le printemps, ce qu'on a appelé le printemps arabe. Et vraiment, au Maroc en tout cas, c'était une mort cérébrale, c'était vraiment blackout, c'était la mort. Il y avait au niveau des jeunes ou des moins jeunes, il ne se passait rien. C'était une chape de plomb, vraiment. Et là, je parle donc je l'ai fait en 2011, donc le désir d'aller vers raconter cette histoire donc, des années 70, c'était vraiment en réaction à ce blackout et à cette mort qui avait... C'était une mort où le cinéma, d'après les chiffres, fait 20-25 films produits chaque année. Oui, mais si vous voulez d'autres chiffres, chaque année, il y a de moins en moins de salles. Oui. C'est-à-dire que j'ai fait des études là-dessus, donc j'ai les chiffres, tout ça. C'est-à-dire qu'on produit, on donne de l'argent pour faire des films, la courbe va en montant, depuis 84, 86, et de l'autre côté, il y a le nombre de salles, c'est-à-dire que, du coup, la question, c'est à quoi ça sert ? Pourquoi on met de l'argent que dans la production de films, mais pas dans la formation ? Au Maroc, il n'y a pas eu pendant 60 ans d'école de cinéma. Oui, et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que... maintenant, il y en a deux. Non, il n'y en a pas deux. Casablanca. Il n'y en a qu'une. Non, il n'y en a qu'une à Rabat, qui est une coquille vide. Et Marrakech. À Marrakech, c'est une école privée d'audiovisuel, c'est pas une école de cinéma. Ah bah, on a vu des réalisations de jeunes intéressantes de Marrakech. Mais elle est privée, c'est que pour les fils de riches. C'est impossible pour les autres d'en faire partie. Elle est très chère, etc. Donc je ne la considère pas comme voilà. Ça s'appelle les SAV. Ouais. Donc il y a un institut supérieur, etc. Donc à Rabat depuis quelques années, depuis 5-6 ans, où j'ai donné à la première promotion, j'ai donné un cours qui est vraiment une coquille vide, sans projet pédagogique, c'est-à-dire que quand moi j'ai fait cette expertise sur le cinéma pour une association qui faisait un état des lieux de la culture au Maroc, en fait, à part cette histoire de voir plus de films par rapport aux autres pays africains. C'est la même problématique que Doha. Oui, exact. Et encore, Doha sont en train de commencer par le bas depuis quelques années, donc vraiment un festival et donc de s'occuper des jeunes et des premières générations, alors qu'on n'a pas ça au Maroc du tout. Et donc quelqu'un qui vient du milieu d'où je viens moi au Maroc, c'est impossible
C'est impossible qu'ils puissent avoir accès à une formation de beaux-arts ou de cinéma, ne serait-ce que par la langue, parce que la langue, l'art et le cinéma, etc., si on ne parle pas français au Maroc, encore aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Toute la langue qui régit l'art, etc., c'est encore le français aujourd'hui. Voilà, enfin, pour revenir donc à ta question, c'est-à-dire que, voilà, c'est très très complexe au Maroc, mais pour revenir à ta question, malheureusement, non, on a perdu, c'est pour ça que j'avais fait cette version courte, c'était un peu pour montrer un peu ce mouvement qu'il y avait, et qui a été tué, pas qu'au Maroc, hein, dans tous les pays ex-colonisés, il y avait un mouvement d'effervescence à cette époque-là. Et bon, les chercheurs qui ont travaillé un peu sur ça datent un peu la disparition de cette effervescence avec les premières mesures du FMI imposées à ces pays-là, à partir du début des années 80, où il fallait faire des coupes très claires dans la culture, dans beaucoup de choses. Et à mon avis, c'est pas le seul. Après, il y a justement, il y a toute la peur et il y a tout l'effritement, en fait, qui par exemple, il est question dans ce film, par exemple, d'une revue comme Souffle, qui était la revue d'avant-garde. La revue Souffle, elle regroupait les peintres, les écrivains, les poètes, les cinéastes, tout le monde passait par là. Et donc, cette transversalité qui a permis, donc, justement, une création de qualité à cette époque-là, ben, on ne l'a plus du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous serez étonné d'aller dans une ville, par exemple, où il y a un festival de cinéma, où il y a, par exemple, en même temps une rencontre de l'Union des écrivains marocains, ben, ils ne se connaissent pas. Il n'y a aucune... les uns ne vont pas chez les autres. Chacun se sent vraiment éloigné de l'autre champ, comme si c'était... Alors moi, par exemple, au Maroc, on me taxe, je suis spécialiste du documentaire. Alors, je ne suis pas cinéaste, donc c'est pour ça que vous ne me trouverez pas... donc c'est des... Voilà, on est en catalogue et donc chacun est... Alors, je coupe un peu parce qu'il y a des questions et puis on va bientôt s'arrêter. Oui, du coup, je comprends qu'au travers de ce film, on peut davantage prendre connaissance et s'emparer davantage d'un passé, d'une histoire précieuse du cinéma. Et j'y vois aussi des liens avec les démarches d'autres réalisateurs qui en fait essayent aussi de faire en sorte qu'on puisse, comment dirais-je, articuler le fait d'avoir davantage de diversité, que ce soit dans les représentations, ce dont Regard Noir parlait, mais aussi dans une meilleure... des possibilités en fait d'aller vers plus de diversité, plus de représentation, etc. Et sortir aussi de schémas dominants. Vous avez évoqué le système scolaire, par exemple. Qu'est-ce qu'il produit quand les questions de diffusion sont par ailleurs très inquiétantes, etc. Bref. Donc j'avais ma question quand je vois que vous avez à côté de votre démarche de cinéaste, vous faites un travail de recherche. Vous avez collecté, dans le cadre de ce projet, un certain nombre de matériel, de films. Je me demandais comment, au-delà de ce film, comment se traduisait cette recherche, cette collecte, voire éventuellement les questions de conservation et de sauvegarde après qui sont... Et comme ça a fait écho, je pense à la démarche de Nabil Djedouani, qui lui fait aussi un travail de recensement et se pose la question de l'accessibilité pour le cinéma algérien. Je me demandais s'il existait aussi des dynamiques communes, est-ce qu'il y a des possibles convergences avec d'autres pays et d'autres artistes qui auraient ce profil.
Oui, merci. Avant de répondre à la question, j'aimerais juste... Alors, c'est la dernière intervention. Ok. J'aimerais juste préciser une chose, c'est que c'est vrai que le film, il s'agit d'un passé, mais moi, ce qui me tenait et ce qui me tient à cœur, c'est surtout, et c'est ça ce que je voulais mettre au centre du film aussi, c'est la place et le rôle d'artiste dans sa société, et surtout dans les sociétés précaires, on va dire, entre guillemets, où, comme j'ai l'habitude de dire, nous, les artistes qui venons de pays comme ça, on ne peut pas être que artiste, malheureusement, vraiment malheureusement, et ne serait-ce... Donc ça commence par des problèmes de langue, déjà, voilà, donc... un réalisateur, une réalisatrice qui vient d'un pays d'Afrique ou de je sais pas où, on est tout le temps embourbé dès le début avec le problème de la langue. Il faut écrire, on écrit dans telle ou telle langue pour avoir des fonds. Quand on a fini on travaille avec des techniciens souvent, on trouve pas des techniciens. Moi, par exemple, au Maroc, j'ai jamais pu trouver un bon monteur ou une bonne monteuse qui me satisfait. Donc, je suis obligé de trouver ailleurs. Et donc, le problème de langue, il nous pourrit la vie sur la production d'un film du début à la fin. Ensuite... J'ai vu que Nina opinait sur les problèmes de langue. Exactement, bah oui. Et ensuite, on n'a pas, malheureusement, dans beaucoup de pays africains, on n'a pas des vrais historiens de l'art, des historiens de cinéma. On trouve difficilement donc des références sérieuses de chercheurs ou de chercheuses qui peuvent nous aider. Donc du coup, on est obligé de faire ce travail nous-mêmes, d'aller faire cette recherche. Si on ne la fait pas, en fait, on reste complètement handicapé et on tourne en rond, quoi, en fait. Donc voilà. Donc pour moi, cette histoire de la place de l'artiste dans sa société, elle n'est pas, voilà, c'est pas le passé. Ça a plus lien même avec le présent. Et ça ne concerne pas que nos pays, ça concerne le monde entier, la place de l'artiste en interaction avec la société. Pour revenir à la dynamique de sauvegarde, de recherche, tout ça, qui est ta question, en fait, j'ai honte, enfin, je suis pas égocentrique, j'arrive pas à le dire vraiment de façon sereine, mais en fait beaucoup a commencé avec ma recherche. Ça a créé une dynamique parce que j'ai partagé beaucoup. Et en fait, comme je disais hier, donc je suis tombé sur ce réalisateur dont je parlais tout à l'heure, sur lequel j'ai fait mon avant-dernier film, qui s'appelle Ahmed Bouanani, qui lui-même donc a fait la même chose à son époque. C'est-à-dire qu'il a été faire de la recherche lui-même. Alors c'est un poète, romancier, dessinateur et après cinéaste, formé à l'IDEC, donc un artiste complet. Mais il a été obligé donc d'aller faire lui-même beaucoup de recherches et donc du coup il y avait déjà un patrimoine et donc on a commencé donc avec la fille de Bouanani, qui est une artiste aussi, Touda Bouanani, à partir de ce que son père et sa mère, parce que sa mère aussi était costumière et chef d'éco, tout ça, et donc elle a beaucoup participé aussi. Ils ont sauvegardé beaucoup de choses. Ça va des accessoires, des habits à des films, de la musique du Maroc et du Maghreb, en fait. Pas seulement du Maroc, du Maghreb. Donc, on a monté une association. On a beaucoup travaillé de façon informelle pendant toutes ces années. Donc, il y a un réseau qui s'est constitué, en fait. D'un petit réseau avec en fait une partie donc marocain et une partie de jeunes chercheurs et surtout chercheuses occidentales.
européenne. Et donc maintenant, on a, enfin de façon formelle, l'association des archives Bouanani. Et donc à travers cette association, là par exemple en ce moment, on est en train de faire au Maroc donc des expos, des programmations de films des années 60-70, des expos autour de la recherche justement de Bouanani et de son, parce qu'il a fait un travail majestueux qui n'a pas été édité de son vivant, qui est l'histoire du cinéma au Maroc, qui est un livre que je vous recommande, qui est formidable parce que en fait c'est l'histoire contemporaine du Maroc à travers le cinéma. C'est-à-dire que c'est... Et puis Bouanani c'est un poète, donc il écrit ça à la fois, donc il a la connaissance du terrain, parce qu'il était chef monteur au Centre cinématographique marocain, donc il connaît les archives très très bien, et en plus une plume particulière, et donc ce livre qui s'appelle La 7e porte, l'histoire du cinéma au Maroc, il devient un peu, voilà, un peu notre petit objet sacré autour duquel donc on fait beaucoup de choses, de plus en plus de choses. Je fais par exemple un atelier dans le cadre de ces activités-là en fin décembre pour faire profiter d'autres personnes qui ont des archives familiales, parce qu'on a des peintres qui sont morts, des écrivains, des musiciens, dont les familles gardent ont des collections. Saddiqui, par exemple, on en parlait hier, qui est notre Shakespeare marocain. Voilà, il laisse des richesses incroyables, et donc voilà, la famille a ça. Donc il y a beaucoup de cas comme ça, et donc cet atelier, ça va être pour leur faire profiter en fait de tout ce qu'on a fait jusqu'ici avec les archives Bouanani, et leur donner la possibilité d'avoir des consultations avec des experts aussi qui peuvent aider à les orienter vers la préservation de ces archives et leur partage. On s'arrête, hein. Parce que c'est comme ton film, on pourrait, comme tu dis, il pourrait durer beaucoup plus, et là aussi. Il y a juste une chose dont on n'a pas parlé, et bon, que je regrette un petit peu, c'est la musique, et c'est Nissel Gawan. Parce que là aussi, c'était quelque chose d'extraordinaire à cette époque, quoi. Puis ça a duré très peu de temps. Ouais. Hein, c'est disparu. Bon. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, et bonne continuation à tous, et plein de bonheur. Merci. Merci, Dominique. Merci beaucoup. Quoi? Ben oui.